On va passer à notre troisième sujet, merci, de l'agenda, pourrait-on dire, citoyen. Avec vous, Anne de Haro, vous êtes déléguée syndicale CGT à une maison dont nous avons parlé, grâce à vous. Et là, on est devant une ironie assez exceptionnelle de notre monde de la finance, puisque c'est une maison d'édition néerlandaise, Wolters Kluwer, qui est spécialisée dans le droit social, qui a racheté une revue qu'on connaît très bien sur ces questions sociales en France, qui s'appelle Liaison sociale, c'est un groupe de presse même, Liaison sociale, également les éditions que tous les avocats du droit du travail consultent, etc., tous les magistrats, qui s'appellent les éditions Lamy. Et vous, dans un très long combat, les syndicalistes de cette maison-là, vous avez montré qu'ils avaient privé les salariés de toute participation financière aux résultats de l'entreprise avec une combine d'optimisation fiscale, et vous avez gagné. Une décision de justice, Cour d'appel de Versailles, a condamné à verser plusieurs millions d'euros à 650 salariés, même aussi aux 600 employés qui ne sont pas là depuis 2007. Nous sommes en 2018. 11 ans de bataille. Racontez-nous ça. Oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer ce soir, parce que la Cour de cassation vient de rendre cet après-midi une décision et nous avons perdu. C'est-à-dire que ça revient, Cour de cassation, ça veut dire que ça va être rejugé. Pas du tout, puisque de façon assez incompréhensible, la Chambre... Alors là, c'est un scoop, c'est pas sur Mediapart encore, donc on vous écoute très attentivement. Voilà, alors la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu cet après-midi son délibéré concernant notre affaire, et nous avons perdu. C'est-à-dire que le bel arrêt que nous avions gagné à la Cour d'appel de Versailles, et qui disait que oui, il fallait neutraliser les effets du montage financier et recalculer une participation et reverser une participation aux salariés qui étaient présents depuis 2007 jusqu'à au moins 2015. Cet arrêt est tombé et je suis... Alors, avant que vous nous racontiez la Cour de cassation, expliquez bien le mécanisme. C'est-à-dire qu'ils ont, si j'ai l'expression, c'est ça, c'est obérer la rentabilité de la société, c'est ce que dit la décision de la Cour d'appel, pour que vous ne voyiez pas qu'il y avait, qu'il y avait des pépettes à se partager, quoi. Alors, d'abord, quand on rentrait aux éditions Lamy ou dans le groupe Liaison, c'était deux maisons qui faisaient partie donc, du groupe Wolters Kluwer France, deux maisons qui, très connues, très rentables, des taux de rentabilité importants. On était, chez Lamy, on devait être à plus de 26%. Donc, vraiment... 26% de résultats sur le chiffre d'affaires. Oui, on avait une très bonne rentabilité. Énorme. On avait donc une très bonne participation, et moi, par exemple, chez Lamy, je touchais en moyenne, tous les salariés touchaient entre 2 mois et demi et 3 mois de participation. Donc, c'était, comme on dit, c'était des bonnes gages, des bonnes places. Bon, groupe Liaison, il y avait plus de salariés et touchait un peu moins de participation. Alors, la participation, c'est une vieille histoire française. C'est le général de Gaulle qui, en 67, se dit il faut régler définitivement ce problème de lutte des classes, et il invente la participation. Travail capital. Voilà. Et donc, il se dit on va faire participer, on va donner une participation au bénéfice aux salariés. On va prendre, alors, il y a des méthodes de calcul, une formule légale, et cette formule légale, elle s'appuie sur le résultat, et le résultat imposable. À partir de là, tous les mécanismes d'optimisation fiscale, c'est-à-dire que grosso modo, dès que vous vous débrouillez pour avoir un résultat net ou un résultat fiscal à zéro, évidemment, vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés, et le fait de ne pas payer d'impôt sur les sociétés, c'est qu'on est tous... vous avec pas de moyens, toute la société, toute la misère et ces pauvres femmes qui sont dans des situations de précarité absolue et dans des situations d'indignité, tout ça vient du fait qu'on vit dans une société où il y a un énorme mécanisme qui vient prendre tout l'argent et qui vient faire que les entreprises peuvent se permettre de ne plus payer d'impôts sur les sociétés, grâce à des mécanismes financiers qui sont parfois très artificiels. Et nous, le mécanisme auquel on a été confrontés était particulièrement artificiel, puisque
En 2007, la direction est arrivée en nous disant, voilà, il y a 9 sociétés dans le groupe français, on va faire qu'une seule société pour être plus fort. Bon, d'accord. Et ils nous ont dit, on va procéder par TUP. Alors la TUP, c'est la transmission universelle de patrimoine. C'est la façon dont les sociétés se regroupent de façon tout à fait gratuite. On est dans la générosité du droit des sociétés. Sauf qu'on a oublié de nous dire, et ce qu'ont oublié de nous dire nos directions, et toutes les directions successives, c'est que en 2004, ils avaient créé une petite société coquille vide. Et puis que cette petite société coquille vide, en 2007, elle a racheté les 9 sociétés qui avaient été regroupées par TUP. Et donc, s'il y a un rachat, il y a forcément une cession, un prix de vente, une plus-value. Et la société petite coquille vide qui rachète n'a pas d'argent pour racheter. Alors, elle va emprunter à la maison mère. La maison mère, il se trouve que c'est un groupe d'édition néerlandais, donc on est installé aux Pays-Bas. La fiscalité des Pays-Bas, à ce moment-là, est particulièrement intéressante pour les maisons mères qui prêtent de l'argent à leurs filiales. Et donc, ça va être un super jeu d'optimisation fiscale, puisque la petite coquille vide est obligée de s'endetter auprès de la maison mère, qui lui prête 445 millions d'euros, au taux Euribor majoré de 2,75. Et du coup, la société nouvellement créée, qui regroupe toutes ces sociétés très riches, qui sont très connues, cette nouvelle société se trouve structurellement endettée. Et à partir de là, alors, on ne paye plus résultat net à zéro, on ne paye plus d'impôts, plus de participation. Vous découvrez ce mécanisme. Vous mettez du temps à le comprendre, je suppose. Alors, on découvre ce mécanisme avec un an de retard parce qu'on nous a bernés. Heureusement qu'il y avait un comité d'entreprise avec un expert comptable qui, alors on a toujours un an de retard dans l'examen des comptes, nous apprend en 2008 qu'il y a un emprunt de 445 millions d'euros. La direction nous dit « Ah oui, on ne sait pas, voilà. » Bon, vous enquêtez en somme. Exactement. Faites votre travail d'enquêteur comme des journalistes ou des lanceurs d'alerte. Alors, voilà. On est allé voir le juge, on est allé au tribunal de commerce, on a fait une expertise de gestion, c'était assez avec un expert judiciaire qui nous a révélé plein de choses sur le montage financier. Et puis, surtout, on a mobilisé tous les salariés parce que d'un seul coup, on a pris conscience qu'on perdait notre participation, donc on perdait de la rémunération. Mais surtout, on a compris un truc, c'est qu'on allait tous payer plus d'impôts que notre employeur. Et quelque part, alors, on est dans la presse, on reçoit des aides à la presse, on cumule les aides à la presse avec les exonérations Fillon. Oui, ça c'est le scandale que dénonce Mediapart, des aides publiques, de l'argent direct reçu par des groupes qui sont pourtant très florissants, avec des actionnaires très florissants. Et donc, au lieu d'aider la presse qui en a besoin, on aide... Bon, voilà. Et donc, on s'est dit, mais c'est... Nous, on préfère s'en sortir tout seul. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Bravo. Et donc, on s'est retrouvés avec cette histoire absolument folle pour nous, à savoir que on payait tous plus d'impôts que notre employeur. Et on trouvait... Alors, on a enquêté. Et puis, en 2012, on a découvert aussi un truc extraordinaire. On a lu un livre d'un journaliste qui s'appelle Nicolas Saxon, qui a écrit un livre extraordinaire sur les paradis fiscaux. Oui, je le recommande à tout le monde. Il a été très recommandé dans Mediapart, avant même qu'on sorte l'affaire Cahuzac. Et dans ce livre, on découvre que Wolters Kluwer, aux États-Unis, est propriétaire, dans le Delaware, du plus grand immeuble de domiciliation d'entreprises au monde. Et qui est un paradis, un État américain qui lui-même est un paradis fiscal. En fait. Tax Justice Network vient de classer les États-Unis deuxième paradis fiscal au monde. Et moi, quand on a découvert ça, on croyait travailler chez des éditeurs, bon. Et là, on découvre qu'on travaille au cœur de la prédation financière contre le monde entier et que notre directrice mondiale, Nancy McKinstry, c'est pas qu'une gentille dame qui s'occupe de la publication de nos ouvrages juridiques. Du livre sur les droits sociaux, je le rappelle, parce que c'est de ça dont parle normalement cette maison d'édition. Mais en fait, c'est une financière qui est au cœur de l'optimisation et de l'évasion fiscale mondiale, puisque l'aide, alors tout à fait légalement, elle aide 282 000 sociétés, et dont les plus grands groupes cotés à Wall Street, à faire leur optimisation fiscale. Alors,
pour arriver quand même à la surprise négative de ce soir. Donc vous Oui. découvrez tout ça, vous menez une bataille en justice et finalement vous gagnez. Et puis, donc c'est reconnu, c'est une opacité organisée. Oui. L'entreprise est condamnée à donner de l'argent, et ça se chiffre en millions, aux 650 salariés actuels et aux 600 salariés qui ne sont plus là, mais qui étaient là encore en 2007. Et là, vous venez de nous annoncer ce soir qu'une décision rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation, quand ? Cet après-midi. Aujourd'hui même, Oui. met tout par terre. Oui. Et vous n'avez pas de recours. Alors, A priori, non. expliquez-nous la décision et pourquoi vous n'avez pas de recours. Alors, la décision, elle se base sur un article du Code du travail qui est l'article L3121-6 et qui dit qu'on n'a pas le droit de remettre en cause les attestations produites par les commissaires aux comptes. Les comptes des entreprises en France sont certifiés tous les ans par les commissaires aux comptes. Et ils nous disent que, voilà, ni la fraude, ni l'abus de droit, et nous, on s'est quand même endettés pour se racheter à nous-mêmes, ce qui est quand même un truc un peu compliqué. Et ni la fraude ni l'abus de droit ne peuvent permettre de remettre en cause ces attestations. Et donc, d'un seul coup, c'est un petit peu comme si les commissaires aux comptes, qui pourtant n'ont aucun moyen de regarder la gestion de l'entreprise, leur attestation fait qu'on ne peut plus contester quand il y a des montages financiers, parce que cet arrêt est une impasse en fait, c'est une aporie. C'est-à-dire que on nous dit, il y a une certification par des commissaires aux comptes qui sont des personnes privées d'ailleurs, qui n'ont pas, c'est pas des autorités administratives, mais elle s'impose et vous ne pouvez plus contester. Il y a circulé, il n'y a rien à voir, même s'il y a eu fraude. Même si, alors la Cour d'appel, elle, avait relevé qu'il y avait des manœuvres frauduleuses. Et là, ce que dit la Cour de cassation et ce que dit la Chambre sociale, et moi je pense que c'est assez scandaleux et suffisamment scandaleux pour qu'on saisisse les politiques, c'est-à-dire que bien évidemment, on va faire ce qu'on avait déjà fait en 2008, on va, avec les salariés, réécrire, on a tous un député, un sénateur, il faut s'en servir. Vous êtes 4 syndicats dans votre intersyndical. Oui, il y a même d'autres syndicats qui ne s'étaient pas joints à l'affaire, mais qui peuvent aussi éventuellement se joindre à la démarche de dénoncer ça auprès des politiques, parce que là, on est au moment où, en plus, le gouvernement, avec la loi Pacte, nous dit qu'il faut relancer la participation et l'intéressement. C'est toujours un grand élément du dialogue social en France. Mais si la moindre manœuvre d'optimisation fiscale met à néant cette forme de rémunération... Le commissaire aux comptes l'a blanchi, d'une certaine manière, on ne peut plus bouger. Voilà, et en même temps, le commissaire aux comptes, il n'a aucun moyen, et ce n'est pas dans son rôle, ils ne le veulent pas d'ailleurs, ils ne veulent surtout pas le faire, il n'a aucun moyen d'apprécier la gestion et les décisions de gestion. Il est juste là pour dire si les comptes sont justes ou pas justes, c'est-à-dire s'il y a des erreurs de compte ou pas, c'est tout. Comment vos avocats expliquent cette décision de la Cour de cassation ? Alors, mes avocats, ils expliquent cette décision de la Cour de cassation en disant qu'elle est incompréhensible. C'est le premier commentaire que j'ai eu des avocats. C'est-à-dire qu'eux, ils estiment que c'est une décision politique qui ferme la voie à toute contestation, parce que comme depuis 10 ans, on voit monter tous les dispositifs et tous les mécanismes d'optimisation fiscale, la Cour de cassation a peut-être eu peur que les syndicats s'emparent de cette question, parce qu'il faut bien comprendre, il faut que tous les citoyens comprennent, tout le monde. C'est là que l'argent, les entreprises sont devenues... Enfin, il y a une façon de jouer avec les entreprises pour non pas en faire des lieux de production économique, des lieux de production de richesse, mais des lieux de prédation, des lieux de captation de la richesse. Et ça, il faut vraiment se battre contre ça, parce que si on n'arrive pas à mettre un frein à ça, ça veut dire qu'après, on ne peut plus faire de société, on ne peut plus construire une société apaisée. Aucun de nos projets ne pourra fonctionner, quoi qu'on veuille, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'argent. Et il n'y aura pas d'argent dans la justice. J'ai été conseillère prud'homale pendant 9 ans. On a quand même une justice où il y a des problèmes de budget épouvantables. Et quand on voit les conditions matérielles d'exercice de la justice en France, il y a vraiment un problème. On a des problèmes dans les hôpitaux, on a des problèmes... Il suffit de sortir dans les rues et de voir que notre pays n'est pas entretenu et n'est pas, les investissements ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Et tout cet argent, il est piqué, pompé via des mécanismes d'optimisation fiscale ou d'évasion fiscale. Et il faut absolument armer les syndicats. Alors à la CGT, on a monté une formation pour sensibiliser nos élus, parce que c'est compliqué ces histoires-là, les histoires de comptes, de finances et tout ça. Oui. Voilà.
Et il faut oser, dans les comités d'entreprise, poser les questions, et c'est de moins en moins facile. Il faut comprendre aussi ce que racontent les experts. Il faut aussi oser aller porter plainte. Et nous, on avait osé ça. Bon, là, on est désolé d'arriver avec ce résultat-là. Mais vous allez vous ressaisir, là, vous allez étudier ça. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est l'injustice, enfin le sentiment d'injustice des salariés cet après-midi, quand on a commencé à diffuser la décision, mais c'était indescriptible. Parce que les gens le sentent vraiment comme une injustice. Et il faut bien comprendre que c'est comme ça que notre société perd tous ses moyens d'agir et de faire des choses utiles. C'est emblématique de ce qu'on avait décrit dans Mediapart après un essai de Bruno Latour, c'est-à-dire cette société offshore qui est en train de se créer de classes dirigeantes qui, au fond, ne se sentent plus comptables du bien commun. Et donc ces mécanismes économiques et financiers renvoient aussi à un certain esprit où, l'important, c'est ceux qui vont bien, de s'enrichir, mais on n'est plus comptable du reste, d'une certaine manière. Oui. C'est un peu ça. Oui. Et donc voilà. Et en plus, tout ça se fait avec une répression à l'intérieur de l'entreprise, puisque moi, je suis la dernière déléguée syndicale encore en poste. Donc salarié protégé. Oui, mais là, salarié protégé, mais salarié exposé, parce que j'ai été convoquée à un entretien de licenciement, parce que le lendemain de l'audience à la Cour de cassation, j'étais convoquée à un entretien de licenciement, et j'ai un comité d'entreprise extraordinaire pour mon licenciement le 8 mars, le jour de la journée du droit des femmes. Bon, je pensais faire autre chose de ma journée. Donc, la déléguée syndicale, ils veulent licencier la déléguée syndicale. Oui. Alors du coup, on a décidé de faire un site pour alerter sur ce qui se passe chez Wolters Kluwer, pour alerter aussi sur l'optimisation fiscale, parce que même si la Chambre sociale de la Cour de cassation n'a rien trouvé à y redire, nous, on n'est pas d'accord avec cette décision-là. On ira peut-être aussi devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme pose la question de la défense du droit de propriété et la participation. On ne sait toujours pas si c'est un droit de créance ou un droit de propriété. Alors, j'espère que nous aurons les moyens d'y aller. Et en tout cas, là, on va interpeller tous les élus en leur disant « Attendez, nous, on a été victimes du verrou de Bercy, on avait déclenché un contrôle fiscal. » Et c'est Bercy qui maîtrise les poursuites. Et voilà. Nous avons également condamné ça sur Mediapart. C'est une justice à part, il n'y a pas de justice. Voilà. C'est Bercy qui décide, est-ce qu'on s'arrange ou est-ce qu'on transmet ça à la justice. Et là, on est doublement victime du verrou de Bercy et là de cette décision de la Cour de cassation. Bon, à un moment donné, on ne peut pas laisser faire ces mécanismes d'optimisation fiscale sans rien dire. Votre site, on peut le trouver, vous pouvez nous le dire. Pour l'instant, il n'est pas encore lancé. Ça va s'appeler Arro sur Wolters Kluwer France. Alors, Wolters, W-O-L-T-E-R-S, K-L-U-W-E-R. Mais bon, l'article de Mediapart, vous le retrouvez. Voilà. Arro sur Wolters Kluwer. Oui, et ensuite, on a bien l'intention de donner vie à ce site et de l'alimenter, parce qu'on a plein de copains qui sont aux prises dans leurs entreprises avec des montages financiers. Et notre objectif, c'est d'armer les gens, de les informer, de leur expliquer par le détail les montages financiers et d'essayer de trouver des parades et au moins les dénoncer. Delphine Lecombe, je reviens vers vous. J'écoute tout ça. Je me dis que c'est ce monde où l'argent doit circuler sans problème, sans frontières, trouver ces lieux de piraterie où on ne peut plus aller le chercher. Et vous, rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile, vous êtes confronté au fait qu'on a, dans les politiques officielles, de moins envie que les hommes circulent. Spécial, non ? Oui. Ça me laisse... Oui, ça me laisse sans voix. Mais c'est ça, justement. L'idée, c'est qu'il y a une multiplicité de libertés. Et la liberté d'entreprendre est pratiquement absolue en France. C'est-à-dire la liberté des entreprises. On a l'impression que dès qu'on veut la canaliser un petit peu, on commet un crime lèse-majesté. Et à côté de ça, la liberté de circulation des personnes et le respect des personnes est quelque chose qui est en train de se réduire à peau de chagrin. Moi, mon père est un immigré. Je ne sais pas s'il pourrait aujourd'hui s'installer en France. Donc, on est vraiment dans un monde qui mérite qu'on se secoue, qu'on se mobilise. Et je crois qu'on a des occasions là. Mais il faut vraiment que tout le monde vienne là. C'est-à-dire que les dangers sont tellement réels, parce que c'est pour nos enfants aussi. Là, si on n'arrive pas à se mobiliser
largement et à dire aux gens qu'il faut arrêter de continuer à faire comme s'il ne se passait rien. Ce qui se passe est très très grave. La prédation financière est en train de mettre à bas toute notre construction démocratique et tout le bien-être de notre pays. Et ce n'est pas tolérable, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche. La prédation, ce n'est pas quelque chose qui est tolérable. Merci à tous les